Salut Internet et bienvenue sur Kickoff. Aujourd'hui, on va parler meurtre. Alors, pas ce genre de meurtrier, ni cela d'ailleurs, quoique on va plutôt parler de footballeurs ou de supporters dont les meurtres à cause du football ont le plus fait parler. C'est parti. En août 2014 survient la mort d'Albert Ebossé, attaquant camerounais de 24 ans et jouant pour le club algérien de la JS Kabylie. C'est en rentrant au vestiaire à la fin d'un match où son équipe s'inclinera 2-1 et où il marquera un but qu'Ebossé reçut sur la tête une pierre venant des tribunes. D'ailleurs, c'était pas vraiment une pierre, certaines versions disent que c'était un morceau de toise, carrément du carrelage. Les mecs ont décollé le carrelage des tribunes et lui ont jeté dessus. Malheureusement, il mourra des suites d'un traumatisme crânien. A noter qu'il existe une controverse liée à sa mort. En effet, une contre-autopsie menée par une équipe de médecins au Cameroun explique qu'Ebossé serait mort des suites d'une agression brutale avec plusieurs traumatismes au crâne. Selon eux, le joueur aurait été immobilisé au sol, le bras gauche plié de force dans le dos, expliquant l'épaule déboîtée. Ses vertèbres cervicales en miettes seraient la preuve d'une mise à tabac à coups de matraque. Oui, je sais les détails, désolé. La légende du football camerounais et ancien portier de l'OM, Joseph-Antoine Bell, explique que selon ses informations, c'est en rentrant dans le vestiaire que le joueur est agressé par un des loupards du président du club. Ah ouais, il fait flipper. Tout commence après un match d'Europa League entre le FK Kabylie, club d'Azerbaïdjan, et l'Apollon Limassol. Un match durant lequel Husseinov distribue des bras d'honneur compulsivement aux journalistes comme un mec atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Après avoir donné la qualification à son équipe, Javid, qui aurait bien le profil pour passer à confession intime d'ailleurs, c'est assez récent et je commence tout d'un coup à m'affoler et j'agite les bras et... sort son drapeau. Jusqu'à là, rien de grave me direz-vous. Sauf qu'entre Chypre et la Turquie, c'est pas comment dire. Voilà, c'est même pire que ça puisque les deux pays ne peuvent pas se blairer depuis plus de 40 piges. Suite à ce cliché, un journaliste chypriote demande à Rassim Aliyev, un confrère azéri sur Facebook, d'expliquer le geste du joueur. Il répond alors que le joueur ne sait pas se comporter et dit ne pas vouloir d'une personne aussi mal élevée et immorale représentant son pays. 2 jours plus tard, un homme se présente comme un membre de la famille du joueur, appelle le journaliste en question et l'insulte. Avant de changer de ton et de lui proposer une réconciliation autour d'un verre en ville. Vous la sentez là, la carotte là? Non mais, il serait con de dire oui, quand même ça sent le traquenard à plein nez. Razim hésite dans un premier temps, tu m'étonnes, et finit par s'y rendre. Sur place, 6 types l'attendent et le passent à tabac. Côte cassée, grave blessure à l'oreille gauche dégradant fortement son audition, Razim meurt dans la nuit d'une hémorragie interne. Sur son lit de mort, il accuse Javid Husseinov d'avoir commandité le meurtre. Aujourd'hui, l'affaire est toujours en cours, mais quand vous avez un président du club qui est aussi le fils du ministre des situations d'urgence du pays et qui déclare que les relations de cette équipe sont plus fortes que la loi et la justice, je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter pour le joueur. Ah, l'Argentine, son tango, ses footballeurs stars, ses meurtres pour une faute sifflée. C'était pourtant une très belle journée qui s'annonçait à Campo de la Ribera, un quartier de Cordoba. Petit match de quartier entre 2 équipes de la ville, tout se passe bien. Bien, jusqu'à que l'arbitre sorte un carton rouge. Là, le joueur un peu vexé va chercher un flingue, bute l'arbitre devant tout le monde en toute décontraction. Le mec a tué l'arbitre parce qu'il s'est fait exclure. Attendez, en France, le joueur qui s'est pris le plus de cartons rouges dans l'histoire du football, c'est Cyril Roll, surnommé par la presse espagnole l'Antéchrist. Et c'est 27 cartons rouges durant sa carrière. Dans une saison, le type était plus suspendu que dans le groupe. Le genre de joueur qui rentre dans le vestiaire à la fin du match avec une dent de l'adversaire plantée dans la chaussure. Vous imaginez à côté de quel massacre on est passé avec lui. T'as eu chaud, Turpin, t'as eu chaud. Donc identifié mais pas attrapé, le meurtrier est toujours en fuite. César Flores, 48 ans, arbitre amateur, s'était porté volontaire pour diriger la rencontre. Touché à la tête, au cou et au torse, l'arbitre est mort de ses blessures dans un hôpital de Cordoba. Lors de la fusillade, un autre joueur a été atteint au thorax et hospitalisé dans un état grave. Depuis, il est sorti d'affaire. Histoire mythique de la Coupe du Monde et du football en général, le cas Andrés Escobar fascine. 10 jours après ce fameux but contre son camp, Escobar est assassiné à la sortie d'un bar d'une façon très étrange. Voici une reconstitution des faits. Oui, le mec criait goal à chaque balle tirée, un chargeur entier sera vidé sur le joueur. Alors pourquoi ce meurtre? Affaire de gang? Affaire de drogue? Non, juste un but contre son camp. Lors de ce match, la Colombie affronte les États-Unis en phase de poule de la Coupe du Monde 1994. La sélection cafetera est premier outsider du tournoi et doit gagner suite à une défaite face à la Roumanie de George Hagi. Mais les Américains marqueront un second but et tueront les espoirs colombiens. La Colombie est éliminée de la Coupe du Monde et ça va pas plaire à tout le monde. À leur retour au pays, les joueurs partis en héros reviennent comme des parias. Les joueurs croulent sous les menaces de mort. Escobar, lui, ne s'inquiète pas. Il dira même que
mourra quelques jours plus tard et près de 120 000 personnes, dont le président colombien de l'époque, assisteront à son enterrement. Un an après, c'est un autre illustre Escobar qui se fait liquider, mais lui était bien plus dangereux. Pablo Escobar, narcotrafiquant mondialement connu, se fait descendre. Il délivrera ses paroles mythiques avant de lâcher un dernier souffle. Au moins, il n'est pas foutu la honte au pueblo devant toute la planète. Non, je déconne. Parce qu'il n'y a pas que les footballeurs, les arbitres ou les journalistes qui ont droit à un assassinat, voici Bruno, ancien gardien de but star et capitaine de Flamengo, et voici sa femme. Bon, quelque temps avant que Bruno décide d'envoyer son pote la tuer, elle et son gosse, et les donne à manger à des chiens. Elisa, de son prénom, poursuivait en 2010 le joueur afin qu'il reconnaisse la paternité de son enfant, Bruninho. Lassé de l'avoir sur ses côtes, le joueur aurait alors demandé à des proches de la faire disparaître. C'est l'ami du joueur, Luis Ferreira Romao, quoique le premier est aussi un assassin en quelque sorte. Donc Romao commet ce meurtre après avoir séquestré la jeune femme ainsi que son bébé, puis fait disparaître le corps en le donnant à dévorer à des chiens. Le joueur a été condamné à 22 ans de prison ferme pour l'homicide volontaire de son ancienne compagne. Les supporters de Rennes le connaissent bien, les supporters de l'Uruguay l'idolâtrent et les Ghanéens le soupçonnent de meurtre. J'ai nommé Gyan Asamoah. Quelques mois après un mondial pourri au Brésil, le fabuleux Gyan décide de repartir du bon pied en s'octroyant des vacances dans une station balnéaire de luxe au Ghana. Bien entendu, il n'est pas seul puisqu'il est accompagné de son frère Bafour, qui lui non plus ne marquera pas le football de son empreinte, et d'une quinzaine d'amis dont le rappeur ghanéen Castro, ou Castro le Destructeur. Pourquoi le Destructeur, je ne sais pas, je ne veux même pas savoir. Bon, vous me direz aussi rien d'exceptionnel pour un Destructeur, hein. À Château-Rouge, un quartier très populaire de Paris, il y en a une armée de mecs comme ça. Sauf que l'ami Castro, c'est pas un sapeur comme les autres, c'est une véritable star au Ghana. Accompagné d'une femme prénommée Janet, les deux vont disparaître mystérieusement suite à une balade en jet ski. Et devinez qui le père de Janet accuse de double meurtre ? L'affaire prend un nouveau tournant lorsqu'elle fuite dans les médias. Des rumeurs fleurissent accusant les frères Asamoah de spiritisme en effectuant des sacrifices humains dans le but de faire évoluer la carrière de Gyan. Attendez une seconde. Ah ouais, ça peut coller, ça peut coller. Mais comme dans tout conte de fées ou film d'horreur, hein, c'est selon tout est bien qui finit bien, les plaintes sont retirées, je cite, pour des raisons de santé et des problèmes familiaux. Les frères Asamoah ne seront plus poursuivis avant de ficeler ça avec une conférence de presse menée par l'avocat des deux frères, demandant une conciliation entre ces derniers et les journalistes. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, ça va bien me hanter.